C'est bon pour la caméra? C'est ok? Très bien. Donc bonjour à tous. On va commencer par la désignation d'un secrétaire de séance. Donc c'est au tour de Philippe Pelletier. Est-ce que tu es d'accord? Bon, je te remercie. L'approbation du compte-rendu de la séance du 23 novembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non? Ah, j'ai oublié. Les pouvoirs, pardon. J'ai un pouvoir de Martine Cornuau, donc, qui m'a donné pouvoir. On va en parler juste après. De Claudie Bordage, qui a donné pouvoir à Sandrine Baudry. Et de Loïc Baudet, qui a donné pouvoir à Virginie Brunet. Oui, vas-y Mathieu. Oui, concernant la dernière réunion du 23 novembre, je voulais juste donner mon point de vue concernant l'aménagement de la rue des Flandres et Dunkerque et dire que c'était un très beau projet en fait. Voilà, j'ai suivi la réunion en visio et c'est un très très beau projet. Voilà. Tiens, merci. Donc, ensuite, il y a un point supplémentaire. Donc là, ça, c'était pas prévu. Mais la vie est faite d'imprévus. Installation donc d'un nouveau conseiller municipal, donc d'une nouvelle conseillère municipale. Donc suite à la démission de Delphine David, il s'agit donc d'installer donc Martine Cornuau. Donc en application de l'article L270 du Code électoral qui stipule le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant. Donc le conseil municipal a été donc à la suite de la démission de Madame Delphine David, donc j'ai reçu un courrier le 7 décembre 2021, immédiatement complété. Donc on a demandé à Madame Cornuau qui figurait donc sur la liste si elle voulait siéger au sein du conseil municipal, ce qu'elle a accepté. Sauf que vu le délai est très extrêmement court, bon, on l'a su vendredi, je crois, c'est ça. Du coup, elle n'est pas présente ce soir. Elle sera présente début d'année prochaine. Parce que du coup, on n'aura pas d'autres conseils avant la fin de l'année 2021. Vous en doutez bien. Le préfet donc en a été avisé conformément à l'article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Moi, je vais dire que je suis profondément déçu que Delphine quitte cette assemblée, parce que personnellement, bien du coup, au regard de la date de naissance de Martine, j'ai perdu mon statut de doyen. Voilà. Et on n'avait pas grand-chose, nous, la liste. Maintenant, on n'a plus rien. Mais tu restes un sage, Henri. C'est tout. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous remercie. On va passer donc au point suivant. Mise en place de la M57, choix de la nomenclature M57, développée. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Bonsoir. Donc dans le cadre du passage au référentiel M57, comme cela a été décidé par le conseil municipal en tout début d'année, excusez-moi, si je ne prends pas le bon. Il convient en fait d'opter pour la M57 développée, puisqu'il est prévu en fait sur la M57 pour les communes de moins de 3500 habitants d'avoir référence en fait à la M57 en version simplifiée. Et on a considéré après étude que la M57 en version simplifiée nous faisait perdre beaucoup d'informations, notamment sur certains comptes. Donc ce qu'on vous propose, et ça doit passer par délibération avant le vote du budget, c'est de passer en M57 développé, de manière à ce que nous puissions en fait avoir des comptes vraiment détaillés qui nous permettent après, par la suite, de faire de l'analyse financière après coup. Donc il vous est proposé d'opter pour la M57 développée pour le budget principal, les coteaux du Mani 1 et les coteaux du Mani 2. Après, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué précédemment, enfin par le passé. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième point, donc proposition de validation d'un règlement financier en prérequis au passage à la M57. Jean-Michel. Alors toujours dans le cadre du passage à la M57, donc il est
préconisé d'avoir un règlement fiscal et budgétaire. Ce n'est pas une obligation pour les communes de moins de 3500 habitants, sauf pour celles qui ont opté pour les APCP, ce qu'on appelle les autorisations de programme et les crédits de paiement. Donc c'est notre cas. On a des APCP notamment à l'heure actuelle sur les travaux de l'espace culturel. Donc, partant de ce principe-là, il nous faut approuver un règlement budgétaire et financier avant la validation du premier budget en M57. Donc, vous avez été destinataire la semaine dernière de la note avec le projet de règlement financier. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter ce règlement financier, si vous le souhaitez. S'il y a des questions, je peux y répondre. Oui, par rapport à cette adoption de l'autorisation de programme et puis aussi de ce qui en découle, le crédit de paiement. Oui. Si je comprends bien, lorsque, par exemple, pour la rue Flandre-Dunkerque, ça veut dire que le paiement peut se faire sur 2 années ou plus peut-être, sans qu'il y ait une délibération particulière à prendre du coup. Oui, les APCP, c'est une dérogation au principe d'annualité de la comptabilité publique. Donc en fait, ça nous permet de pouvoir payer un programme. Donc là, la rue Flandre-Dunkerque, ce sera peut-être un peu plus compliqué de la mettre en APCP puisqu'elle est censée se faire sur une année, même moins d'un an. Donc en fait, elle n'a pas besoin d'APCP. Mais par exemple, sur l'espace culturel, où vous avez quasiment 18 mois de travaux, ça permet d'avoir une justesse sur... en tout cas, sur le principe de sincérité des comptes, on met les crédits dont on a besoin, en fait, sur l'année à laquelle on a besoin de ces crédits-là. C'est intéressant pour les gros projets, en fait, clairement, parce que les AP, ça te permet de voir... Enfin, ouais, c'est ça, c'est la sincérité. C'est-à-dire que dès le départ, on voit finalement la somme qui va être engagée, même si les crédits de paiement ne prennent pas toutes les autorisations de programme de départ. Donc là, c'était intéressant pour... par exemple, l'espace culturel, étant donné que les travaux allaient être sur 2 ans. Pour la rue de Flandre-Dunkerque, ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que c'est sur une année. Donc, voilà. Normalement, c'est sur et une est-ce année. qu'en complément, est-ce que finalement ce dispositif, et ça, est-ce que ça exonère le conseil municipal lorsqu'un budget n'est pas adopté, le fameux 25% d'autorisation de Ouais. paiement sans que le budget soit effectivement adopté? Oui. Est-ce que ça le dispense? Ça le dispensait auparavant, quand on votait le budget au mois de mars. Ouais, effectivement. Désormais, c'est plus... Tant ça n'a plus lieu, ça a donc plus lieu d'être, on fait ouais. le budget au mois Non, de parce que décembre. dans la réflexion, je me suis Mais posé effectivement, ça n'entrait pas dans le cadre des autorisations à 25%. C'est-à-dire que la PCP permettait en fait d'entamer la consommation de ces crédits dès le 1er janvier. Oui, voilà. Tu n'avais pas de rupture, en fait. Tu avais une continuité. Ce qui est le problème, d'ailleurs, quand tu votes au mois de Mais mars. quelque part, ça alimente aussi, enfin, vous le comprendrez tous, le fait que le raisonnement qu'on a, c'est que d'adopter un budget quand l'année est commencée, mais pas celui qu'on va faire maintenant, mais je voyais le mécanisme comme ça, moi. Ouais, Donc, ça, quelque part, voilà. Ça apporte quelque part de l'eau au moulin du raisonnement que l'on peut avoir. Ça dépend. Non, mais c'est un choix, une fois ça. Oui. Mais, voilà, je mets en relation ces deux choses. Voilà, merci. Après, ça permet aussi de voir que quand tu n'es pas dans des APCP, tu as quand même une période de flottement de janvier à mars. Où finalement, c'est problématique parce que l'action publique, elle est pas à la même vitesse que le reste de l'année. Et c'est exactement pour cette raison-là, et c'est même la raison principale pour laquelle je souhaitais véritablement que le budget soit voté au mois de décembre. Mais comme tu le dis, c'est des questions d'habitude aussi, puis de fonctionnement intellectuel, finalement. Les deux se tiennent. On continue. Donc c'est le gros morceau du conseil municipal. Hein. Proposition de BP 2022, budget principal et budget annexe. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Ouais. Alors, vous avez été destinataire de la note budgétaire la semaine dernière. Vous avez normalement en votre possession les documents qui ont été délivrés lors de la commission des finances de
de mercredi dernier. Voilà, vous avez tout. Donc, le budget, comme c'est présenté à l'écran, donc le budget présenté est en équilibre, bien évidemment. La section fonctionnement s'élève en dépenses et recettes à 2 961 576,13 € et la section d'investissement en équilibre à 2 376 914,48 €. Ça nous fait un total pour le budget primitif proposé 2022 à 5 338 487,50 €. La section de fonctionnement présente des recettes réelles à hauteur de 2 941 573,13 €, augmentées d'opérations d'ordre de 20 000 €, et des opérations de dépenses réelles en fonctionnement pour 2 218 838 €, des opérations d'ordre à hauteur de 170 000 €, et le virement à la section d'investissement de 572 735,13 €. Et la section d'investissement les recettes réelles à hauteur de 831 087,30, des opérations d'ordre 191 716,72, le virement de la section de fonctionnement 572 735,13, un emprunt d'équilibre à 781 375,33 et des dépenses réelles d'investissement à hauteur de 2 335 187,76 et des opérations d'ordre à 41 716,72. Je rappelle que l'emprunt, là, c'est quand même, je réinsiste parce que c'est un emprunt fictif en fait. C'est parce qu'on ne peut pas voter un budget en déséquilibre, étant donné qu'on n'a pas la clôture des comptes là, avec le compte administratif au mois de mars. Du coup, on est obligé d'équilibrer le budget avec ce qu'on aura avec les excédents de fonctionnement. Voilà. Mais en aucun cas, il y aura d'emprunt cette année, je le rappelle. C'est important. On va continuer le désendettement de la commune pour pouvoir faire un emprunt l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, non. L'année 2023. Voilà. C'est important parce que ça peut prêter à confusion, le terme d'emprunt. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais. Donc, conformément à la note que vous avez reçue, donc nous allons commencer par la présentation des différents chapitres des recettes de fonctionnement. Donc, il vous est proposé d'inscrire en recettes de fonctionnement au chapitre atténuation de charges sur le BP 2022 un montant de 30 384 €. Les atténuations de charges, ce sont les remboursements sur salaire. Donc, des charges syndicales et remboursements sur les arrêts maladie. Sur le chapitre produits de services, domaines et ventes diverses, il vous est proposé d'inscrire 45 000 €. Donc c'est ce qui regroupe les ventes, les prestations redevances du périscolaire, les concessions cimetières, la redevance piscine, voilà, des éléments comme ça. Au chapitre impôts et taxes, il vous est proposé d'inscrire 1 924 089 €. Donc ce sont les taxes, l'ensemble des taxes foncières. C'est l'attribution de compensation également de la communauté de communes sur les taxes professionnelles. Au chapitre dotation, subventions et participation, il vous est proposé d'inscrire 909 146 €. Donc ça, c'est l'ensemble des dotations de l'État. Dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation, les FPIC également, et les droits de mutation. Sur les autres produits de gestion courante, il vous est proposé d'inscrire 31 954,13 €. Ça correspond à l'ensemble des locations de la commune. Donc location de logement au-dessus de la poste, location de la poste également, et location des salles. En produits exceptionnels, il vous est proposé d'inscrire 1 000 €. Et en opération d'ordre de transfert entre sections, il vous est proposé d'inscrire 20 000 € qui correspondent aux opérations d'ordre des travaux en régie. Donc ça nous fait un total de recettes de fonctionnement de 2 961 573,13 €. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, une question concernant donc les dépenses de fonctionnement. La rubrique au chapitre 64 111, personnel titulaire, rémunération principale. Donc j'ai vu que la globalité de ce paragraphe représente 712 400 €. Et en lisant ligne par ligne, la ligne 64 118, autre indemnité, je me suis posé la question, quelle était la ventilation de l'usage de cette ligne, et est-ce qu'elle était inclue dans le salaire du personnel administratif et technique, et à ce titre donc soumis à cotisation sociale. Voilà, merci. Ouais. Je vous laisse répondre parce que c'est lié au changement de nomenclature là. Oui, c'est ça, hein. oui, tout à fait. Ça fait partie en fait du détail, ce qu'on parlait justement tout à l'heure sur la M57 développée, ça fait partie justement des détails supplémentaires qu'on va avoir par rapport à la M14, c'est-à-dire que l'article qu'on avait avant, qui est 64.11, qui concernait les rémunérations des personnels titulaires, est désormais divisé en un certain nombre d'articles. Et parmi ces articles, effectivement, il y a autres indemnités qui correspondent en fait au régime indemnitaire des agents. Donc les régimes indemnitaires des agents sont maintenant séparés en fait de l'article de la rémunération du traitement de base indiciaire. Donc ce montant-là correspond au régime indemnitaire. Donc évidemment, il est soumis à cotisation de la même manière. Ça fait partie de l'ensemble, tout à fait, de la rémunération. Mets ton micro. Mets ton micro. Pardon, la masse salariale donc a progressé. Bon, ok, donc tu vois pas de... Relativement, en tout cas sur la partie personnel titulaire, effectivement, elle est, oui, tout à fait. Après, on est quand même sur des étiages qui sont quand même assez similaires. Voilà. Donc on va passer donc au détail des chapitres des dépenses de fonctionnement. Donc il vous est proposé d'inscrire en charge à caractère général sur le BP 2022 628 700 €. Ça correspond à toutes les charges de gestion courante, électricité, eau, éclairage public, toutes les... Quand même, il n'y a pas 100 000 € d'écart, il y a bien 40 000. Parce que c'est 40 000, je crois qu'il y a d'écart. Ouais. D'accord. Ok. C'est juste pour savoir si... j'enlève parce qu'autrement je ne m'entends pas. Juste pour savoir si tu avais les bons chiffres. Pas comme la commission des finances où à un moment donné tu n'avais pas le bon chiffre. Non, oui, c'est ça, effectivement. Ce sont les départs en retraite. Donc il vous est proposé sur les charges à caractère général 628 700 €. Sur les charges de personnel et frais assimilés, donc 1 127 854 €. En atténuation de produits, 2 200 €. En autres charges de gestion courante, 386 084 €. C'est l'ensemble des participations de la commune dans divers organismes. On a le SDIS, le CCS, on a toutes les participations à des organismes privés tels que l'école Sainte-Marie, les subventions aux associations également. En charge financière, il vous est proposé d'inscrire 79 000 €, donc c'est le remboursement des intérêts de la dette. En charge exceptionnelle, 1 000 €. En virement à la section d'investissement, 566 735 €13. Et en opération d'ordre de transfert entre sections, 170 000 €. Ces 170 000 € correspondent à l'amortissement du petit matériel.
Donc ça nous fait un total de dépenses de fonctionnement de 2 961 573,13 €. Oui, la ligne 613, titre annulé. Ah, il y a 2000 et 2000. Oui, parce que là, c'est la nouvelle ligne budgétaire, ça devrait être 2000, donc, non? C'est 1000. Ouais. Ouais, c'est 1000. Parce qu'on a... Non, C'est parce qu'on a les 2000. la 673. Oui, c'est 2000. Oui, pardon, c'est 2000, oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Oui. D'accord. Mais ça ne changera rien au sous-total. Non. D'accord. Donc ça nous donne un montant de recettes de fonctionnement à hauteur de 2 961 573,13 €, un montant de dépenses de fonctionnement de 2 218 838 €. Et donc ça nous fait un autofinancement estimé à 742 735,13 €, qui se divise de la manière suivante. Un virement... Quelqu'un qui a parlé ? Pardon. Un virement à la section d'investissement de 572 735,13 € et des dotations aux amortissements de 170 000 €. Y a-t-il des questions? Étant donné qu'on a déjà vu... Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas avec le masque. Oui? Ça va. Étant donné qu'on a déjà vu ligne par ligne lors de la commission des finances, là c'est pour ça qu'on voit chapitre par chapitre. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, mais on a déjà eu notre débat. On continue. Investissement. Là. Ouais, on va passer à... Ah oui, voilà. Vous le faites ou... C'est pas le bon. Voilà. Voilà. Alors, en dépenses d'investissement, donc on a un total de dépenses d'équipement 2 100 197 € et 70 centimes. Donc dans les grandes lignes, rénovation de la piscine municipale, il reste 333 000 €. C'est essentiellement des restes à réaliser. Hein. Donc, réalisation de l'espace culturel, donc 329 000 €, donc des nouveaux crédits pour cette année, pour terminer les travaux. Du coup, l'aménagement de cet espace. Ensuite, l'aménagement du foyer des jeunes, 142 000 €. Donc là, on se retrouve avec des nouveaux crédits. Création donc d'un terrain synthétique, 22 600 €. Donc, tu veux en dire deux mots, Stan? Tout simplement, c'est le maître d'ouvrage avec le contrat qu'on a passé avec Atlético. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux dire deux mots sur le foyer des jeunes, Bernard? Ou pas plus que ça? Plus que ça, donc c'est conforme le montant de 130 000 aux différents devis qui vont être demandés aux entreprises. Voilà. Et là, c'est une estimation. Et puis là, on se retrouve avec un chiffrage clair par rapport à l'aménagement de l'ancienne salle de boxe. Voilà. Donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut maintenant pour y aller. L'espace sportif de l'Anglais, Stan, 10 000 €. Alors, l'espace sportif de l'Anglais, c'est pareil, c'est le contrat avec maîtrise d'ouvrage. Là, ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'en début d'année, on pourra vous présenter le projet qui avance bien. Encore une fois, c'est un petit peu plus long parce que on a vraiment voulu travailler sur un projet d'ensemble au niveau de cet espace sportif à l'Anglais. Parce que bien évidemment, où pourrait se trouver l'emplacement de la salle de sport, ça veut dire que ça va aussi empiéter sur le plateau multisport qui est utilisé par les écoles. Et donc tout se lie quelque part à un moment donné. Il faut aussi penser à remettre en place ce plateau multisport qui sert aux écoles, le sautoir ainsi que le couloir d'athlétisme, la ligne des 80-100 mètres. Donc c'est bien parti, ça sera un beau projet également. Et tout va se dérouler courant 2023 et
Ça va être sympa à suivre. Donc on en reparlera de cette salle-là en début d'année, en janvier. Ce sera possible d'en discuter un peu plus. Comme les autres projets, en fait, on vous présentera ce qui est possible de faire. Ensuite, création d'une nouvelle école publique. Donc c'est essentiellement l'achat du terrain, donc 54 000 €, et la maîtrise d'œuvre, donc 5 000 €. Ensuite, réflexion prospective logement centre-bourg, donc 11 000 €, on en a parlé lors du dernier conseil. Stratégie santé, donc 75 000 €, c'est pour l'acquisition de la maison, donc pour un médecin à côté de l'EHPAD. Donc ça c'est pareil, on en a déjà parlé par le passé. Le gros programme de l'année, c'est le programme voirie, sécurité, espace public, hein. Donc 618 196 € avec essentiellement la rue Flandre Dunkerque, mais on en a parlé lors du dernier conseil, donc on va peut-être pas... Enfin, à part si vous avez des questions, mais je pense que ça a été assez clair. Travaux des bâtiments communaux, 132 194 76 €. Bernard, si tu veux présenter les différentes lignes. Oui, il y a effectivement pas mal de travaux l'année prochaine à faire dans les différents bâtiments. Je pense à l'osphère, je pense à l'église, mais je crois qu'il doit y avoir une ligne église. Oui, tout à fait. Et la ligne église, on est à 40 000 €. Oui. C'est-à-dire que chaque année, il va y avoir une tranche pour finir les travaux intérieurs de l'église. À part 2023 où on va faire une pause parce qu'il y a d'autres gros projets. Mais après, ça correspond aux acquisitions qu'on a faites. L'ancien bar du Corsaire, on travaille dessus pour l'aménager, pour y installer un commerce. Il y a le dépôt qui a été acheté rue du Temple, où là on va faire des travaux d'aménagement. Bon, il y a pas mal de petites choses. Il y a des aménagements à l'intérieur de la mairie aussi, pour aménager les bureaux. Donc il y a pas mal de travaux en régie ou avec des prestataires. Et puis il y a l'enveloppe annuelle des bâtiments, donc à 40 000 €, qui permet de faire les travaux courants sur les bâtiments. Pardon. Vas-y, excuse-moi. À ce propos, je reviens sur l'école publique et le problème des toilettes qui est récurrent, qui est souvent abordé au conseil, enfin tout le temps abordé au conseil d'école. Et je voulais savoir si dans ce budget travaux bâtiments communaux et à la ligne travaux et fournitures école publique, il y a une petite part de ce budget qui est consacrée aux toilettes. En fait, avec l'enveloppe de 40 000 € concernant les bâtiments, on va y inclure ce genre de travaux qui ne sont pas très importants, mais on travaille dessus aussi. Donc c'est dans les tiroirs, on va dire, et il y aura une suite. Après, on ne peut pas faire de miracle, on en a déjà parlé. Je veux dire, on a parlé en conseil d'école. Je veux dire, si c'est des aménagements d'ampleur, ça va coûter un bras à un moment donné. Non, mais on sait que l'école va pas perdurer à cet endroit-là, mais on sait aussi qu'il va y avoir quelques années avant que pousse la nouvelle école et que les toilettes, pour qu'elles soient décentes et confortables pour les petits qui y sont, il faut trouver une solution. On sait que ça ne sera pas du grand luxe, on le sait. Et l'école maternelle, déjà, il y a eu des travaux d'aménagement pour que ça soit mieux, justement, au niveau des Non, mais je ne parle pas de la maternelle, en fait. Oui, non, mais moi, je t'en parle quand même, parce que ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à la maternelle, il y avait aussi un problème par rapport aux toilettes et d'intimité des petits. Et donc, c'est pas un problème qu'on n'a pas en tête. Le problème, c'est qu'on n'a pas de baguette magique et que c'est hyper compliqué, ce problème. S'il est aussi ancien, c'est que il est très difficilement solutionnable. Ce problème des toilettes. Alors, on a toujours, la réponse qu'on a toujours eue, chez les parents en tout cas, c'était que c'était un budget énorme. Donc, c'est des choix. Pour les fermer, oui, tout à fait. Il y a eu, quand j'étais adjoint bâtiment, donc en 2014, c'est l'un des premiers devis que j'ai demandé, et ça coûte un bras, clairement. Donc, on sait le montant que ça aurait pu coûter si... je ne l'ai pas en tête, j'ai une bonne mémoire, mais là, ça fait quand même 7 ans, j'ai plus tout en tête, mais c'est des dizaines de milliers d'euros, oui. Ouais, ça fait longtemps, effectivement, que le sujet est récurrent, c'est récurrent. Et c'est d'autant plus important parce qu'il y a les toilettes, mais c'est l'école de manière globale.
Et c'est d'autant plus pour cette raison-là qu'on souhaite construire une nouvelle Oui, école non, mais publique. je sais très bien ça. Donc, Tout le monde a compris, en fait. C'est juste que les toilettes, il faut trouver une solution rapide parce que les enfants qui y sont actuellement, eux, ils vont pas attendre 5 ans pour aller décemment aux toilettes. En fait, ça pose vraiment des problèmes sanitaires. Je ne vais pas en reparler ici, mais on le sait tous. Donc, moi, j'aimerais que cette question soit abordée, trouver une solution, que le budget puisse avoir, enfin, que cette question puisse trouver sa place dans le budget. Et c'est de toute façon des questions de choix. Sur tous les projets, on entend que c'est des questions de choix. J'aimerais que celui-là fasse partie des choix du bureau municipal. Non, Merci. mais tu as déjà évoqué ce problème lors de la dernière réunion de conseil. J'ai bien noté, suite à la réunion de conseil d'école. Donc j'ai bien noté, il n'y a pas de souci. On continue. Donc, aménagement espace public. Donc 307 707 euros. Avec une grosse part concernant l'aménagement du cimetière, d'extension du cimetière. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est un problème qui est ancien, un sujet est là, pour le coup, c'est de faire les travaux et de clôturer ce sujet-là, définitivement, avec la construction, certes, du préau pour les cérémonies laïques, tu me compléteras, Maïté, hein, et aussi l'aménagement paysager de tout cet espace. Mais pas un aménagement de paysager avec 2 arbres et 3 cailloux, c'est un vrai aménagement paysager pour que finalement les personnes puissent y reposer dignement, voilà, et que ça soit moins minéral pour les personnes qui vont aller dans cette extension de cimetière. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Maïté ? Je peux rajouter qu'on a déjà commencé à travailler avec Sandrine sur ce sujet. On est parti de l'esquisse que tu avais faite, Philippe, dans le mandat précédent. Et on travaille également avec le comité consultatif. On a déjà présenté quelque chose au comité consultatif et on se réunit à nouveau le 8 janvier pour la suite. Voilà. Après, pour l'aménagement des parcs, est-ce que tu veux en parler, Sandrine ? L'aménagement des parcs, donc le parc Gralpoix près de la mairie touche à sa fin. Le plus gros dans ce parc qui reste à faire, c'est la rénovation du porche qui se trouve en bas du parc à droite pour faire un lien avec le prix de la Smagne. Parc Gabory, il y a le mur de clôture qui va commencer donc au premier trimestre 2022. Le mur qui sépare la partie privée de la partie qui reste donc à la commune. Il y a le mur côté rue du Moulin qui va être abaissé et après il y a l'aménagement du parc en lui-même dont on a commencé à travailler avec le comité consultatif. C'est l'acquisition de matériel divers, donc entre autres la plus grosse part c'est donc 60 500 euros. La plus grosse part, il s'agit d'acquisition de véhicules, c'est-à-dire qu'il y a tu veux en parler peut-être, Bernard ? Donc en fait, on a fait le point avec les responsables des services techniques pour nettoyer un petit peu ce parc automobile parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de temps où il n'y a pas eu d'acquisition. Donc il va y avoir des ventes, des reprises, des ventes de matériel qui ne sont plus indispensables, des reprises à l'occasion d'achats. Et donc il est prévu 3 achats de véhicules nouveaux, dont un électrique qui arrive à son terme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais, c'est quoi est-ce qu'on peut avoir plus de précisions sur l'enveloppe développement durable de 1 500 euros ? Francis ? Ouais, c'est essentiellement par rapport à l'orangerie, par rapport à la grille, par rapport à la porte d'entrée, un recrépissage aussi, un recrépit du intérieur peut-être, mais enfin c'est surtout la grille, quoi. C'est surtout la grille, la ferronnerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pour en revenir à la voirie, travaux de voirie, donc à la commission financière, il a été affiché donc 110 000 euros et avec l'éventualité de 50 000 euros en cours de mandat, d'exercice. Merci Henri de me le rappeler, parce qu'en plus j'ai oublié, c'est important. C'est pas 50 000, c'est 40 000. C'est-à-dire qu'au budget supplémentaire, on rajoutera 40 000 euros pour rester sur nos 150 000 euros
annuel concernant la voirie. Parce que là, lorsqu'on regarde, donc c'est en effet 110 000 euros, il y a 40 158 euros de reste à réaliser, Tout à fait. et on arrivera bien à 40 000 euros supplémentaires, au budget supplémentaire, pour rester sur nos 150 000 euros annuels pour la voirie. Donc, et lors de cette commission financière, j'avais fait remarquer, donc il y avait ici dans le programme pluriannuel des investissements, donc il y a la feuille de route de la majorité, 250 000 euros d'inscrits. Donc, est-ce qu'entre-temps, il y a eu une recherche et une réponse Jean-Michel, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Du coup, je pense, enfin, le PPI, donc je n'ai pas regardé, honnêtement, je le dis, très honnêtement. Pendant la campagne, on l'a dit plein de fois qu'on était sur une logique de 150 000 euros annuels sur la voirie. Donc je ne sais pas pourquoi c'est 250 000. Est-ce que derrière, il y a aussi des... Parce que certes, quand on parle de la voirie, il y a certes la chaussée, mais il y a aussi tout ce qui concerne la sécurité. D'ailleurs, quand on regarde, il y a aussi, par exemple, il y a des panneaux, il y a aussi d'autres choses que simplement du revêtement. Donc c'est peut-être pour cela qu'on est à 250 000. Mais Jean-Michel va regarder, va nous dire tout ça là. Voilà. Je ne veux pas surcharger le travail du service comptabilité, qui, je sais qu'ils sont très non, mais occupés. Honnêtement, Donc, on est déjà 150 000 euros annuels. Enfin, en plus, ça fait un moment que tu es... Enfin, c'est pas ton premier mandat. Donc, tu le sais bien. Je veux dire, budget voirie, 150 000 euros annuels, c'est déjà pas mal, quoi. Quand tu regardes parfois dans certaines communes, là, j'aurais pu en parler avec certains collègues, en voirie, il n'y a rien. Ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le temps que Jean-Michel trouve. Je crois que c'est bien ça, c'est un global et on avait mis tout ce qui concerne la voirie. C'est-à-dire à la fois et en plus, quand on a fait le PPI, on a grossi certaines enveloppes et réduit d'autres. C'est-à-dire que pour la voirie, en fait, il y avait certes la sécurité, mais aussi tous les aménagements paysagers qui peuvent être liés aussi à la voirie, on ne sait pas, ou des travaux divers et variés. Et dans le même temps, on avait réduit les subventions possibles sur les différents projets pour être sûr de pouvoir tenir notre programme et notre PPI d'ici les 4 ans et demi qui nous restent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la section investissement? Mais tu as bien fait, merci Henri de m'avoir rappelé pour les 40 000 euros parce que j'oubliais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions autres? Non? Jean-Michel, je vous laisse continuer. Donc, cette section d'investissement dépenses est financée de la manière suivante. Donc, on a le virement de la section de fonctionnement, 572 000, 735, pardon, ouais, 735,13. Le fonds de compensation TVA, 163 607,57 €, la taxe d'aménagement, 7 000 €, les amortissements, 170 000 €, la récupération d'avances forfaitaires, des opérations d'ordre à l'intérieur de la même section, 21 716,72 €, des subventions d'investissement à hauteur de 666 479,73 €, cession de patrimoine à hauteur de 90 000 €, donc c'est toutes les ventes qui sont en cours. Les remboursements d'avance du lotissement, donc nous allons voir sur le budget annexe les coteaux du Magny 1 pour 46 945,87 € et l'emprunt d'équilibre à hauteur de 781 375,33 €. Ça nous fait un total de recettes d'investissement de 2 On redit encore, l'emprunt c'est dans l'attente de l'affectation des résultats en mars 2022. Non mais c'est important parce que autrement tout le monde va croire qu'on est en train de faire un emprunt alors que ce n'est pas le cas. On ne fait pas d'emprunt cette année. L'emprunt se fera en 2023. C'est parce qu'on vote notre budget au mois de décembre et non au mois de mars. Et comme nous votons le budget au mois de décembre, donc nous n'avons plus de reste à réaliser sur le budget. Mais pour information, donc ce budget comprend en reste à réaliser 2021 364 247 €
pour un nouveau crédit de 2 12 667,48 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est là on passe au vote. Ah, pardon, excuse-moi Catherine. Non, je voulais m'excuser pour la réunion de la commission des finances à laquelle je n'ai pas pu participer. Donc j'ai malgré tout pu regarder plus précisément le budget. On en a discuté avec Martine et Mathieu. Donc je voulais remercier Jean-Michel et Mélissa qui n'est pas là pour le travail fait sur le budget et puis dire que c'est un bon budget, que nous avons bien compris que cet emprunt ne se ferait pas. Tu as insisté, mais je réinsiste. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on ne sait pas exactement quelle capacité d'autofinancement on va dégager par rapport à l'année passée, mais on a bien compris que ce ne serait pas un emprunt c'est un emprunt qui n'est qu'un emprunt de confort pour équilibrer le budget. Donc, bien évidemment, nous voterons ce budget. Après oui, en effet, on ne sait pas exactement, comme on n'a pas la clôture des comptes administratifs, mais comme Jean-Michel, je ne sais pas si vous l'avez expliqué ou pas d'ailleurs, mais les 572 000, 735, ouais, il manque un chiffre, c'est pour ça. 13, c'est le minimum, c'est-à-dire que probablement ce sera plus. Mais on est parti sur le minimum. En fait, c'est le même fonctionnement que pour le PPI, là, plutôt que d'essayer de voir des chiffres trop élevés qu'on n'arrivera pas à atteindre. Il vaut mieux partir sur une enveloppe plus faible, même si ça va être plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut, je peux déjà dire qu'on pourra mettre les 40 000 € supplémentaires sur la voirie, au budget supplémentaire du mois de juin, parce que ça sera plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc 2 abstentions. Donc pour les restes, donc je vote pour. Je vous remercie. On va passer au budget assainissement. Ouais. Donc sur le budget assainissement, il vous est proposé sur la section d'exploitation, la section de fonctionnement, d'inscrire en dépenses, en honoraires, 5 000 € ou 62,26, en autres charges, autres personnel extérieur, 15 000 €. Donc c'est la mise à disposition du personnel de la commune au profit du budget assainissement. Donc c'est une recette du budget principal. D'intégrer en fait les charges diverses de gestion courante, 45 000 €, c'est la participation de la commune à la gestion de la station d'épuration du Vendéopole. En charges financières, il vous est proposé d'inscrire 684,40 €. En transfert à la section d'investissement, 23 273,60 €. En titre annulé et charges exceptionnelles, donc 1 000 €. En opération d'ordre, 76 000 €. Ça nous fait un total de 165 958 € en dépenses d'exploitation. En recettes d'exploitation, il vous est proposé d'inscrire en vente de produits, prestations de services, donc sur la redevance assainissement collectif, 140 000 €. Et pour la participation à l'assainissement collectif, 7 000 €. Ça nous fait un total pour le chapitre 70 de 147 000 €. Sur les produits exceptionnels, il vous est proposé d'inscrire 6 628 €, ça correspond à la clôture du contrat SOR. Et en opération d'ordre, 12 330 €, ça correspond à l'amortissement des subventions. Ça nous fait un total de recettes pour la section d'exploitation du budget assainissement de 165 958 €. Sur la section d'investissement, il vous est proposé d'inscrire le remboursement du capital de la dette en dépenses, donc 20 000 €, et des travaux sur réseau pour un montant de 66 943,60 €. En opération d'ordre, l'amortissement des subventions, 12 330 €. Ça nous fait un total de la section d'investissement dépenses de 99 273,60 €.
Et en recette, il vous est proposé d'inscrire le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 23 273,60 € et l'amortissement des biens à hauteur de 76 000 €, donc un total équilibré avec les dépenses de 99 273,60 €. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc le budget est adopté à l'unanimité. Ah, c'est le budget assainissement, pardon. Faut préciser. Vraiment, on va dire... Allez, continue Jean-Michel. Alors, le budget lotissement, les coteaux du Mani 1. Donc, il vous est proposé en dépenses de fonctionnement d'inscrire en opération d'ordre 46 945,87 € qui correspond à l'annulation du stock initial. Sur les budgets lotissement, on fonctionne avec des opérations de stock. Donc cette annulation de stock se fait en dépenses d'ordre au budget fonctionnement dépenses et au budget investissement recettes. Donc vous retrouvez ce montant-là, 46 945,87 € en recettes d'investissement. Il vous est proposé d'inscrire en reversement de l'excédent au budget principal 754,13 € qui correspond normalement à la clôture du budget lorsque le dernier terrain sera vendu et en régularisation de centimes de TVA 1 €. Donc ça nous fait une dépense de fonctionnement de 47 701 €. Équilibré avec la section recettes de fonctionnement, en vente de terrain, 47 700 € attendus et régularisation des centimes d'euros, 1 €. Donc ça nous fait un total de 47 701 €. Il vous est proposé d'inscrire en dépenses d'investissement le remboursement de l'avance au budget principal. Donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure en recettes d'investissement, 46 945,87 €. Donc qui s'équilibre avec les opérations d'ordre d'annulation de stock, donc de 46 945,87 € en recettes d'investissement. Donc ça fait pas mal de choses pour un terrain qui n'est pas vendu en fait. C'est ça en gros, hein, oui, voilà. L'histoire. Et finalement ce terrain, il va être avec Maïté, on va travailler là déjà sur un projet d'aménagement. C'est-à-dire qu'on a acheté des terrains derrière... chez Robert Grimaud, donc, qui est décédé. Et du coup, on va retravailler sur tout cet espace-là et refaire une division parcellaire. Donc c'est probablement la dernière fois qu'on voit ce budget, parce que ça va être forcément annulé par la suite. Enfin, en tout cas, il va disparaître parce qu'on va travailler sur ce projet d'aménagement. Mais c'est quelque chose qu'on a depuis un petit moment, en fait, ce budget. Je crois qu'on l'a eu tout le mandat précédent, d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Voilà, tout ça pour un terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc le budget lotissement les coteaux du Mani 1 est adopté à l'unanimité. Il nous reste donc le lotissement des coteaux du Mani 2. Allez-y Jean-Michel. Alors le budget, les coteaux du Mani 2 donc, présente une section de fonctionnement dépenses pour des recettes réelles. Donc en frais d'études, 25 000 €. En travaux, voirie VRD, il vous est proposé d'inscrire 300 000 €. Correspond à la deuxième tranche. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment c'est parce qu'on va lancer les travaux pour la deuxième tranche du lotissement. En intérêt de la dette, il vous est proposé d'inscrire 2 500 €, remboursement de l'intérêt, et en charges diverses de gestion courante, 1 €. Vous avez les opérations de variation de stock, également, donc on annule le stock en début d'année et on le recrée en fin d'année. Donc annulation du stock à hauteur de 426 881,03 €. Donc ça nous fait en fait un total des dépenses de fonctionnement de 756 882,03 €. En recette de fonctionnement, il vous est proposé d'inscrire en vente de parcelles 160 000 €. En variation de stock, donc l'intégration du stock final qui s'élèverait à 584 381,03 €, produits de gestion courante 1 € et des transferts de charges à hauteur de 2 500 €. Ça nous fait donc un total de recettes de fonctionnement de 756
884,03 €, donc en équilibre. La section d'investissement, elle, présente le remboursement en dépenses, le remboursement du capital de la dette à hauteur de 73 000 € et l'intégration du stock final, donc opération croisée avec les recettes de fonctionnement, à hauteur de 594 381,03 €. Ça nous fait donc un total de dépenses d'investissement de 667 381,03 €. Et en recettes d'investissement, il vous est proposé d'inscrire la reprise du stock initial, c'est-à-dire l'annulation du stock initial à hauteur de 426 881,03 €, donc en opération croisée avec les dépenses de fonctionnement, et d'intégrer un emprunt d'équilibre à hauteur de 240 500 €, là en attendant l'intégration des résultats au moment du compte administratif. Ça nous fait donc un total de 667 381,03 € pour la section d'investissement du budget. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. S'il y a des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Donc c'est adopté à l'unanimité. Juste par rapport quand même à la note que vous avez reçue, la note budgétaire, je tiens à rappeler quand même qu'en faisant pas d'emprunt l'année prochaine, la commune va continuer va se désendetter de 225 996 € et 96 centimes. C'est-à-dire que là, depuis 2 ans, où il n'y a pas eu d'emprunt, la commune s'est désendettée de 500 000 €. Donc c'est important de le rappeler aussi, ça. Parce que c'est autant de force de frappe pour la suite derrière pour nos investissements. Oui, mais ça, c'est la résultante aussi de l'année précédente, donc 2020, qui a dégagé un excédent qui a permis de ne pas emprunter du tout pour la réalisation de 2 grosses opérations, qui est la médiathèque, bibliothèque et la piscine. Si tu regardes là, les chiffres, on les a depuis 2017. Tu as regardé la page 13. Et en fait, si tu regardes depuis 2017, donc c'était avant la période du Covid quand même, il y a un désendettement qui s'opère qui est à peu près similaire, quoi. Là, la résultante, c'est surtout de ne pas avoir fait d'emprunt depuis 2017. C'est surtout ça en fait qui fait qu'on se désendette. Là, on va quand même arriver à presque l'équivalent d'un mandat, 6 ans, où il n'y a pas eu d'emprunt. Hein. Donc c'est quand même pas anecdotique, hein, clairement. Pour ceux qui ont vécu plusieurs budgets, même plus de budgets que moi, c'est pas si courant que ça en fait, d'avoir une période aussi longue sans emprunt. Mais je voulais quand même le rappeler parce que c'est un élément fondamental pour la suite. Tout à fait, tu fais bien de le souligner, et puis j'avais observé cette situation, puis d'autant de l'avoir vécu aussi. Ce qui permet d'avoir une force de frappe quelque part. Tout à fait, c'est ça. Mais en restant raisonnable. Oui. Mais on est des êtres raisonnables, tous autour de cette table. On continue. Je fais passer la feuille des signatures. Il y a 8 feuilles de signature, 2 par budget. Point 4, vote des taux d'imposition 2022. Alors, je rappelle que le conseil municipal doit adopter les taux d'imposition directs avant le 15 avril de chaque année, donc on est largement dans les clous, hein, en application des dispositions des articles 1379, 1407 et suivants, 1639A, 1636B et suivants du Code général des impôts. Donc je vous propose tout simplement de maintenir les mêmes taux qu'on avait déjà, donc 41,59% pour le foncier bâti, 61,75% pour le foncier non bâti, donc pour l'année 2022, c'est-à-dire de ne pas augmenter ces taux. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, clôture du contrat SOR. Donc, pour rappel, le contrat d'affermage d'assainissement collectif entre la SOR et la ville de Saint-Hermine a pris effet le 1er janvier 2008 et est arrivé à échéance le 31 décembre 2019. Je rappelle la délibération du 22 décembre 2020 sollicitant auprès de la SOR le remboursement de 30
788 € hors taxe de travaux non exécutés dans le contrat de délégation de service public 2008-2020. Après plusieurs échanges avec la SOR, qui a fait valoir la réalisation d'autres travaux non compris dans le contrat et pris en charge par la SOR, tests à la fumée, travaux d'entretien dans la station d'épuration, il est proposé de clôturer cette phase de recours amiable de la manière suivante et qui semblerait convenir à la SOR et à nous-mêmes aussi, à la commune. Le programme de contrôle des branchements a été considéré comme partiellement exécuté à hauteur de 112 contrôles manquants. Considérant un coût moyen de 40 € hors taxe par contrôle de branchement au colorant, il est demandé un remboursement de 4 480 € hors taxe. Le programme de renouvellement des équipements électromécaniques est considéré comme non exécuté en totalité. Le montant des opérations non réalisées s'établit à 2 148 € hors taxe en valeur de base. Ce montant est sollicité auprès de la SOR. Donc, considérant le contrat de DSP entre la ville de Saint-Hermine et la SOR entre 2008 et le 31 décembre 2019, considérant les différents échanges entre la SOR et la commune de Saint-Hermine, je vous sollicite pour la mise en recouvrement du programme de contrôle des branchements non exécuté à hauteur de 4 480 € hors taxe. Je vous sollicite également pour la mise en recouvrement du programme de renouvellement des équipements électromécaniques non exécutés à hauteur de 2 148 € hors taxe et de m'autoriser à faire toutes les diligences nécessaires au sujet de cette affaire. Voilà. Je vous écoute si vous avez des questions, des remarques. C'est toujours mieux de trouver quand même un arrangement à l'amiable. Parce que lorsqu'on se lance dans des procédures, on voit le début, on voit la fin, s'il y a un moment, mais ça peut être long. Et au final, on n'y trouve pas forcément ses petits. Pas de questions? Pas d'opposition? Enfin, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, demande de subvention au titre de la DETR TSIL. Donc, en application de l'article L234-33 du Code général des collectivités territoriales, la commune de Saint-Hermine est éligible au dispositif d'aide financière de l'État, de la dotation d'équipement des territoires ruraux, ce qu'on appelle plus communément la DETR, et de la dotation de soutien à l'investissement local, qu'on appelle la TSIL. Dans les deux cas, de toute façon, c'est des aides de l'État. Au regard de la délibération du Conseil municipal du 5 mai 2021, approuvant le projet en application du plan pluriannuel d'investissement voté en Conseil municipal le 13 juillet dernier, il est proposé d'inscrire la demande de subvention au titre de la DETR TSIL 2022 pour la réalisation du terrain de football synthétique. Donc il s'agit en fait de demander une DETR de 260 772 €. Après, si vous regardez, il y aura 608 468 € et là, il y a les politiques contractuelles donc qu'on va solliciter. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Il y a, auprès du département de la Vendée, il a été demandé une subvention pour ce terrain. Oui, on va faire le point. Parce qu'il y a comment dire, au mois de mai 2021, donc il a été voté donc cette demande de subvention. En fait, que ce soit la région ou le département, là on est dans les politiques de contractualisation, c'est-à-dire on redéfinit finalement les contours. On est un peu plus en retard pour la région d'ailleurs. Nous, ça sera plus au printemps. Donc oui, les demandes sont faites et à partir du moment où on aura des éléments de réponse, on vous dira, en sachant que le programme sportif c'est un global, c'est-à-dire qu'il y a à la fois certes le terrain de foot, mais comme l'a très bien dit Stan, il y a aussi tout ce qui concerne la salle de sport, les aménagements autour de la salle de sport. Donc je pense que les discussions avec nos différents partenaires, ça va être un truc, quelque chose de global. C'est-à-dire que c'est, et on le répète depuis le début, tous ces travaux de rénovation des infrastructures sportives, c'est un projet d'ensemble. Et d'ailleurs, tout va se faire quasiment en même temps. Donc c'est important de l'avoir en tête, ça.
Vas-y, Catherine, excuse-moi. Oui, concernant la politique contractuelle là, du département, donc effectivement, nous sommes, nous, assez avancés dans nos travaux. Donc, les travaux sur le terrain synthétique de foot et les salles de sport rentreront complètement dans les subventions que le département peut apporter aux communes, puisque ce sont des travaux et puis des équipements qui vont servir aux Vendéens, et c'est ce qui est demandé pour le contrat Vendée Territoire, et principalement aux habitants de la commune et aux enfants. Donc, il n'y aura pas de souci pour obtenir des subventions. Puis aux collégiens. Et aux collégiens. Donc oui, c'est en train de se faire, mais il faut en définir les contours, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des oppositions pour demander une subvention? Des abstentions? Je vous remercie. Demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Stan. Oui, alors en complément de la demande de subvention au titre de la DETR, donc Henri, tu as anticipé des choses, mais je vais en parler maintenant. Effectivement, en date du 5 mai 2021, le conseil municipal a approuvé la création d'un terrain de football synthétique. Et à ce titre-là, monsieur le maire propose au conseil municipal de procéder à la demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport, qui est également une aide complémentaire. Pour rappel, tout simplement, le montant d'investissement s'élève à 869 240 € hors taxe. Et concernant cette demande de subvention, la subvention minimum serait de 10 000 € avec un maximum de 20% du montant de l'investissement. Donc ça, on l'avait évoqué dans le cadre des politiques contractuelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en avril-mai par là-dedans. Non, mais de toute façon, que soit l'Agence nationale du sport, la région, je pense que j'arriverai à contacter les personnes. Au niveau du département, je pense qu'on arrivera à se contacter, Catherine. Donc, et donc, il y a l'Agence nationale du sport. Il n'y a pas de souci, Philippe. Moi, j'ai toujours dit que je travaillerais pour le territoire et je confirme ce que je t'ai déjà dit. Oui, mais je sais. Je te remercie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Eric, pour le point suivant. Donc, demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention contre la délinquance. Ça fait un peu peur, là, comme ça. Alors, c'est l'appel à projet 2022 du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, et plus particulièrement le volet programme sécurisation vidéoprotection, sécurisation des établissements scolaires, sécurisation des sites sensibles au regard des risques terroristes. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal le débat du conseil municipal de mars 2018 au sujet de la mise en place d'un système de vidéoprotection sur la commune en raison notamment des actes de vandalisme assez récurrents dans certains secteurs. Et compte tenu de l'importance du nombre d'établissements publics dans le secteur de l'anglais ou de la sensibilité de certains établissements tels que les écoles. Ainsi, une première tranche a été réalisée conformément à la déclaration faite en préfecture. Il est rappelé que la commune n'a pu bénéficier de ce fonds d'aide lors de l'installation de cette première tranche. Je crois que le montant des travaux n'était pas assez élevé. Donc, pas de subvention. Ainsi, pour une nouvelle tranche, il conviendrait d'installer 6 caméras. Rond-point Georges Clémenceau, je les rappelle, l'Orangerie, rond-point de la Cavaque, route de la Roche-sur-Yon, il y a le Secours catholique, le rond-point de la maison médicale, et puis la 6e, j'ai que 5 doigts, la 6e, je l'ai oublié. Le coût estimatif de ces travaux est de 36 500 € pour les 6 caméras. Il est proposé de solliciter monsieur le préfet afin de bénéficier d'une subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, programme sécurisation, dont le taux peut être compris entre 20 et 50%,
Il est rappelé enfin que ce programme d'installation d'un système de vidéoprotection a fait l'objet d'une étude de la gendarmerie au préalable. Monsieur le maire sollicite l'avis des membres du conseil municipal. Donc, Est-ce qu'il y a des questions? est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Je sais que tu me vois venir. Oui. Je voulais avoir une précision. Enfin, les caméras, elles sont situées sur les voies, oui, enfin, les prochaines, les 6, elles sont plutôt à destination de la voirie, en fait. C'est par rapport à la circulation. Parce que là où vous dites qu'elles vont être placées, c'est sur les ronds-points où il n'y a pas de dégradation forcément à ce moment-là, à ces endroits-là. Non, mais lorsqu'il y a des dégradations et que des véhicules sont mis en cause, effectivement, c'est sur la voirie que l'on voit le mieux ces véhicules. On en a parlé au dernier conseil municipal, le véhicule qui a rentré dans le chalet de Silingy, si la caméra avait été là, effectivement, ça aurait été plus facile de la repérer. De repérer donc les plaques minéralogiques et puis voilà. Autrement, l'orangerie, pour les raisons que l'on a pu exposer à certains moments, on a quelques points de délinquance comme cela et puis on protège nos infrastructures. Et la délinquance à l'orangerie, tu peux nous préciser un peu Le taux de délinquance chez nous? Non, pas. Ouais, non, mais je me doute. Ça va, c'est pas non plus. Les incivilités, c'est quel genre d'incident par rapport à l'orangerie? Alors, il nous a été rapporté plusieurs points. Vis-à-vis de la drogue, on a discuté de ça, on a pu discuter de ça avec la gendarmerie et puis les riverains, entre autres. Alors après, je sais qu'en mettant une caméra ici, on déplace le problème, c'est un fait. Moi, si les problèmes sont plus chez nous, je suis preneur quand même. Alors en fait, moi, mon problème par rapport aux caméras, c'est que c'est la commune qui va payer 36 000, même s'il y a éventuellement des subventions accordées par l'État. C'est plutôt pour un outil qui va servir à la gendarmerie nationale, et je ne comprends pas trop l'intérêt que nous, on a en tant que commune à payer un outil qui sert à l'État en fait. En fait, si je peux me permettre, à l'orangerie par exemple, c'est des tuiles cassées, là, c'était le cas la semaine dernière, des légumes qui étaient balancés sur le toit. On a eu à l'école maternelle des vélos, d'ailleurs au conseil d'école ça a été évoqué, des vélos qui ont été piqués. Comme ceux qui étaient dans le précédent mandat là le savent, je n'étais pas un mordu des caméras. L'idée c'est pas de fliquer les gens parce qu'en fait la plupart c'est contrôler les flux, c'est-à-dire que parfois tu peux avoir des vols même dans le sein du Vendéopole et Saint-Hermine c'est un fait, c'est un carrefour aussi et donc ça permet d'identifier les plaques comme tu l'as dit des voitures. Et après concernant les jeunes, en l'occurrence c'est aussi un moyen de les... C'est-à-dire qu'il y a à la fois le bâton et puis ça va aussi avec une politique jeunesse quoi. C'est les deux en même temps. Donc, mais à un moment, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'on passe notre temps même à parfois déposer plainte à la gendarmerie pour se faire rembourser par les assurances. C'est des petites bêtises. Bon, parce que le délinquant, je trouve que c'est même un mot qui est trop fort. C'est des petites bêtises. Mais sauf que c'est des petites bêtises qui sont extrêmement pénibles. C'est-à-dire, c'est des vitres qui sont cassées. J'ai le souvenir dans le précédent mandat, là, où le phare qui se trouve au niveau de la piscine, il était juste installé. Il était déjà cassé. Enfin, il faut se rendre compte ce que ça fait pour les agents techniques, quoi. Et, il y en a un qui était limite au bord des larmes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si qu'on souillait en fait son travail. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, c'est un problème, je pense, mais qui est général, qui n'est pas spécifique à Saint-Hermine, c'est qu'on manque aussi parfois d'exigence, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Et c'est juste un outil, mais c'est pas un moyen en fait, la caméra. Le souci, c'est qu'on a toujours, comme tu dis, le bâton pour faire de la répression et jamais les moyens, même financiers, pour faire de la prévention. Et il y a quelque chose qui colle pas en fait. Ouais, après, donc effectivement, la délinquance de Saint-Hermine, voilà.
si c'est pour la repousser ailleurs, on ne résout jamais le problème. Et du coup, Enfin, en tout cas, l'outil n'est pas adapté, en fait, pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même certains jeunes qui ont pu être recadrés sans passer par la case gendarmerie, parce qu'on les a identifiés sur des vidéos, je pense en particulier au niveau de la salle polyvalente. Et ça s'est arrangé à l'amiable avec les parents. Alors là, effectivement, on peut en reparler de ce cas-là. C'est un accident, c'est pas volontaire, c'est pas de la délinquance. Tu rigoles ou quoi? Pardon? Ah non. On parle bien de la vitre. Oui, on parle bien de la vitre. Oui, la vitre, c'est de la délinquance, oui. Il vise la vitre, il l'a eu, et il l'a cassée. Quand tu nous parles, excuse-moi Philippe, quand tu nous parles des habitants de Saint-Hermine, des contribuables de Saint-Hermine, là en l'occurrence, le gamin, il habite l'Hermenot. Donc c'est plus Saint-Hermine. Et là, c'est bien nos impôts qui vont la payer, la vitre, si on a... Alors moi, j'avais cru comprendre que c'était pas un acte de vandalisme. Non mais quand tu vois la vidéo... On m'avait rapporté ça. Quand tu vois la vidéo, il faut s'adresser aux bonnes personnes quand on vous rapporte quelque chose. En fait, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, du coup. Alors j'ai mal compris. Alors, non, moi j'ai toujours raconté le truc, non, surtout dans cette matière-là, non. Non, sérieusement, c'est jouer avec un ballon de basket au pied, déjà. Donc ça, déjà, c'est un problème. Balancer le ballon contre un mur avec une vitre. Donc la probabilité que tu pètes la vitre, elle est quand même assez forte. Surtout quand tu t'appelles pas Zidane. Donc ça peut quand même être problématique. Et il y a certes le bâton, je rappelle quand même qu'on met 142 000 euros au niveau de l'aménagement du foyer des jeunes. Et que derrière, on a l'occasion d'en reparler, mais qu'on est aussi en réflexion pour mettre en place une politique jeunesse et culturelle sur la commune de Saint-Hermine. Donc il n'y a pas que le bâton. On n'est pas l'objectif il n'est pas là, c'est juste qu'à un moment, c'est comme... Parce que parfois on dit les jeunes, mais les adultes c'est aussi pareil. Hein. Il y en a besoin d'avoir des limites, quoi. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. La prévention, tout le monde sait très bien qu'on ne pète pas un chalet. Enfin, ça, tout le monde est capable de le comprendre. Par contre, il faut proposer quelque chose à la jeunesse de Saint-Hermine. Ça, je suis d'accord. Ça, on est d'accord. Mais pour moi, il faut les deux. Il faut marcher sur ces deux jambes. Mais après qu'on ait des points de vue différents, c'est normal. On a déjà eu des échanges, donc je connais votre point de vue. Et puis, il se défend aussi. Mais moi, j'en ai un peu marre aussi de passer mon temps à la gendarmerie pour déposer plainte pour qu'on se fasse rembourser des assurances. Voilà. Mais par contre, il faut une politique jeunesse derrière. Non, mais ces caméras, elles servent aussi à la gendarmerie, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, on connaît pas encore le montant de la subvention. Non. Donc, c'est quand même une grande partie la municipalité qui va payer les caméras, qui vont être un outil pour la gendarmerie nationale. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est comme une banque, Patricia, qui a une caméra, si tu veux, c'est pareil, ça va servir aux gendarmes. Dans une banque, c'est pas les banquiers qui vont faire les gendarmes pour retrouver des voleurs, tu vois, c'est pareil. Quand une vitrine de commerçant est éclatée, c'est vrai qu'on passe par la gendarmerie pour faire respecter la loi. C'est un outil qui leur sert, c'est tout. Ça s'arrête là. On se protège, on va pas s'excuser de se protéger. Hein. Alors, combien il va y avoir de caméras sur Saint-Hermine? Pour l'instant, parce qu'il y en a déjà, 9. Il va y en avoir... Ouais. Et alors on compte en mettre encore combien? En fait, alors là, ça va dépendre. C'est évolutif, ça va dépendre aussi des. Après, je pense que là, on va arriver à un stade où il y en aura sur à peu près les principaux sites qui nous posent des problèmes. Mais on va pas mettre 15 caméras pour passer des bonnes soirées au coin du feu pour regarder les différents endroits de Saint-Hermine. Clairement, oui, ça sert pour la gendarmerie. Mais la gendarmerie, on est tous un peu comme ça. Parfois, on a toujours tendance à dire mais pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils sont pas là? Mais n'empêche que dans la gendarmerie, il y a aussi un problème parfois aussi d'effectifs. Ils sont pas assez nombreux pour répondre à tout ce qu'on leur demande. Et derrière, ils ont besoin aussi d'être soutenus. Et je pense que c'est aussi le rôle de la collectivité de leur donner les moyens La collectivité, elle a un rôle de facilitateur. Donc en général, c'est souvent avec les citoyens. Mais ça peut être aussi avec la gendarmerie. Je pense qu'on ne va pas être ruiné parce qu'on va mettre 9 caméras et que ça ne va pas mettre en péril le budget de la commune de Saint-Hermine. Ça va évoluer. Le stade synthétique, il y aura certainement une caméra par là-bas. Hein. Bon, le vol des câbles au stade Rousseau, si la caméra du secours catholique est posée,
on a déjà beaucoup moins de problèmes, hein, parce qu'ils sont passés par là. Donc, moi, j'attends avec impatience le projet de prévention de la délinquance plutôt que de la répression. Donc, je serai attentive à ce qu'on mettra en place sur la commune pour la jeunesse. Merci. Après, je dis aussi que la gendarmerie peut faire de la prévention. Hein. Ça peut être de la prévention aussi. Bon, c'est pas parce qu'on a affaire à la gendarmerie qu'on fait forcément. D'ailleurs, ça a été fait. On punit forcément les jeunes. Ça peut être de la prévention aussi par Attention la en gendarmerie. parlant des jeunes. Que, attention en parlant des jeunes. Oui, s'il vous plaît. ça peut être. Voilà, il peut y avoir de la prévention aussi de fait hein, par la gendarmerie, qui n'est pas forcément répressive. Voilà. Bon, je pense qu'on a débattu comme il faut. Est-ce qu'on la demande Non, ouais, voilà. subvention ou est-ce qu'on la Donc demande on passe pas au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'on fait tout payer aux Est-ce qu'il y a des ou- oppositions? Est-ce qu'on fait tout payer à la population de Saint-Hermine ou est-ce qu'on en demande une partie à l'État? Non. Alors, ouais, on va passer au vote. Là, je pense qu'on va clore le débat. Donc là, la question, elle est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord pour solliciter une subvention auprès de la préfecture de la Vendée au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance? C'est clair pour tout le monde? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, une opposition, une abstention. Donc, une abstention. Est-ce qu'il y a des... autrement, c'est donc tout le monde vote pour, autrement. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de chercher un quatrième vote qui n'existe pas. Bon, parfait. Régie de recettes. Donc, la fermeture prochaine de la trésorerie de Saint-Hermine a eu pour conséquence un diagnostic de notre façon de faire et notamment du fonctionnement de nos régies de recettes. Ainsi, après analyse coût de collecte et de fonctionnement de la régie recette annuelle enregistrée de chaque régie, il s'avère que 2 régies présentent une carence certaine en matière d'efficience. C'est-à-dire qu'en gros, ça nous coûte plus cher que ça nous rapporte. Donc c'est quand même un peu gênant là, à un moment. Il s'agit des régies bibliothèque et photocopie. Donc ces 2 régies, dont les recettes sont inférieures à 500 € annuellement, mobilisent un fonctionnement dont le coût est largement plus important. Ainsi, je vous propose de supprimer ces 2 régies. En conséquence, les inscriptions à la bibliothèque deviendraient gratuites, c'est le cas dans de nombreuses bibliothèques, et les photocopies en mairie seraient gratuites, en sachant que ce n'est pas n'importe quelle photocopie non plus. Dans ce dernier cas, je précise que les agents d'accueil seraient garants de l'absence d'abus. Il est précisé que France Service assure aussi ce service gratuitement sur la responsabilité des agents chargés du service. Enfin, je rappelle que les modalités de gestion des régies ont été profondément modifiées l'année passée, puisque le transfert financier n'est plus enregistré par les trésoreries, mais par la Poste. Donc je soumets ce point à l'Assemblée délibérante. C'est-à-dire, en gros, supprimer la régie bibliothèque et la régie photocopie. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Modification du tableau des effectifs. Donc je vous informe qu'en raison du nouveau service de l'accueil périscolaire mis en place à compter de septembre 2021 et des activités qui en découlent, le temps de travail de la coordinatrice des temps périscolaires nécessite d'être augmenté pour le bon fonctionnement de l'activité. Je propose donc de passer son temps de travail à 25 heures par semaine au lieu de 18h50 aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2022. Je précise qu'un agent des services scolaires a bénéficié d'une augmentation de temps de travail au 1er septembre 2021 pour couvrir une partie des tâches d'un agent parti à la retraite au 1er janvier 2021. Je propose d'augmenter donc son temps de travail donc à 28 heures par semaine au lieu de 22 heures par semaine à compter du 1er janvier 2022 pour combler l'ensemble des tâches de l'agent parti à la retraite. Donc ça fait 2 changements. Conformément au Code général des collectivités territoriales octroyant au conseil municipal le pouvoir de création des postes, je propose que les postes figurant à la nomenclature actuelle soient transformés. Donc, il y a eu un avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2021 pour les augmentations des temps de travail supérieurs à 10%. Donc, en gros, un premier contrat qui passerait donc à 25 heures par semaine et un deuxième qui passerait à 28 heures par semaine. Est-ce qu'il y a des oppositions? Enfin, est-ce qu'il y a des questions déjà? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. 11e point, je vous laisse la parole, Jean-Michel.
Alors, l'article 14 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique est venu renforcer les accords collectifs issus des négociations entre organisations syndicales et employeurs territoriaux en élargissant leur domaine de compétences et en leur conférant une portée juridique. Dans la continuité de la loi, un accord cadre national de télétravail a été signé le 13 juillet dernier. Il définit le télétravail, précise son sens et sa place, ainsi que les conditions d'accès, la notion de développement des tiers-lieux et des espaces partagés, et enfin l'allocation de télétravail. L'accord prévoit en outre l'obligation pour les employeurs publics d'engager des négociations sur le télétravail d'ici le 31 décembre 2021, au plus tard en vue de la conclusion d'un accord local relatif au télétravail. Donc, dans l'optique de l'ouverture de ce dialogue social et sur la base de cet accord cadre, donc les éléments suivants ont été évoqués, notamment en commission paritaire. Donc, les conditions d'examen de la demande de télétravail, les fonctions éligibles au télétravail, la durée maximale légale hebdomadaire, les fournitures et les moyens matériels, la formation spécifique au télétravail, les modalités de télétravail, le droit à la déconnexion, la réversibilité, les modalités de refus d'octroi de télétravail, la saisine de la CAP ou CCP en cas de décision de refus de télétravail par l'administration et le versement ou non de l'allocation forfaitaire télétravail. Donc le projet pour la commune de Saint-Hermine, qui est basé en fait sur les documents du centre de gestion de la Vendée, vous l'avez eu dans la note qui vous a été envoyée la semaine dernière. Donc vous avez une partie qui concerne les bénéficiaires. Donc le télétravail est ouvert aux agents, fonctionnaires, stagiaires et titulaires. Les conditions d'examen de la demande de télétravail, donc demande écrite de l'agent, autorisation écrite de l'employeur. Le volontariat est un principe essentiel dans la mise en œuvre du télétravail et autorisation d'exercice des fonctions de télétravail est remise par un arrêté individuel. Donc vous avez également la détermination des activités éligibles au télétravail, celles qui ne le sont pas, par la force des choses. Vous avez également les quotités autorisées. Le nombre de jours télétravaillés ne peut être supérieur à 3 jours par semaine pour un agent à temps plein. La prise en compte des agents en situation particulière, donc il est bien précisé que pour les agents en situation particulière, le télétravail ne se substitue pas au dispositif de droit commun, comme le congé maladie, le congé maternité ou le congé proche aidant. La durée de l'autorisation d'exercer ces fonctions en télétravail, donc cette durée est fixée à 1 an maximum. La réversibilité du télétravail, donc évidemment hors circonstances exceptionnelles et télétravail ponctuel, lorsque l'administration ou un agent décide de mettre fin à une autorisation de télétravail, un délai de prévenance doit être respecté, 1 mois pendant la période d'adaptation prévue par l'autorité de télétravail, par l'autorisation de télétravail et 2 mois au-delà de cette période. Vous avez également en chapitre 8 les modalités de télétravail. Tous les lieux d'exercice du télétravail doivent respecter les conditions de sécurité et de confidentialité inhérentes aux activités du télétravailleur. Donc le télétravail est organisé au domicile de l'agent. Et en point 9, les fournitures des moyens matériels. Donc l'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants: ordinateur portable, messagerie personnelle, logiciel, application, métier, indispensables à l'exercice des fonctions. Le point 10 concerne les règles à respecter en matière de sécurité et de protection des données. Évidemment, tout ça est régi par les RGPD et les prescriptions de la CNIL. Le point 12 concerne les éléments liés aux accidents de travail dans le cadre du télétravail. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le point 13 sur les modalités des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et sécurité. Le point 14, les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail. Le point 15 sur les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail. Et le point 16 concerne l'indemnisation. Donc le montant journalier du forfait télétravail est fixé à 2,50 € par journée effectuée dans la limite de 220 € par an. Vous êtes toujours là?
Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais souhaité savoir, Jean-Michel, si dans le cadre de l'augmentation du taux d'incidence Covid, les mairies, les collectivités sont, comme la plupart des organismes de services publics, dans l'obligation d'envoyer à minima certains agents en télétravail. Alors, en fait, c'est vrai que la législation s'est emparée de ce télétravail, en fait, qui a été largement improvisé au départ. La crise sanitaire y a poussé. C'était quelque chose quand même qui était déjà dans les tiroirs auparavant. Ça a été accéléré là avec la crise sanitaire. Désormais, en fait, pour l'instant, on a sur la 5e vague, on est sur des préconisations. L'obligation peut effectivement venir. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'administration nous pousse justement à avoir des règles beaucoup plus claires en fait pour l'exécution du télétravail. À l'heure actuelle, ici, par exemple sur la mairie de Saint-Hermine, les agents travaillent en bureau individuel. Donc le risque est moindre en fait par rapport à ça. Préconisation, mais pas d'obligation pour l'instant. Pour le moment, lors de la première vague, c'était des obligations qu'on a eues. C'est-à-dire que nous, on venait sur des demi-journées et en fait, on ne venait pas en même temps et on avait à peu près 3 jours de télétravail dans la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? J'ai une question un peu pratique, mais par rapport au matériel qui est donc emporté à domicile, les frais d'assurance, s'il arrive un truc, qui c'est qui prend en charge les frais d'assurance? C'est la commune. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc là, on doit délibérer aussi, j'imagine. On doit délibérer? Oui. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, adhésion au groupement de commande de la communauté de communes, diagnostic du réseau assainissement. Donc dans le cadre du renouvellement du diagnostic du réseau d'assainissement, là, il vous est proposé donc d'adhérer au groupement de commande de la communauté de communes pour le diagnostic des stations d'épuration et réseaux d'assainissement collectif, d'approuver les termes de la convention constitutive de groupement de commande, diagnostic des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement collectif, d'approuver le rôle de coordonnateur du groupement de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral dans le cadre de cette procédure, de m'autoriser à signer la convention constitutive de groupement de commande et à prendre toutes mesures nécessaires à son exécution. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je laisserai la main à Bernard, parce que c'est lui qui suit le dossier, s'il y en a. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez logique. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et puis, donc, compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire. Alors, décision du 24 novembre 2021 qui concerne les avenants 1 et 2 sur la maintenance des installations de chauffage et climatisation auprès de la société Carré Associés. Donc le montant est fixé à 125 € hors taxe par an pour la maintenance de la chaudière de la salle Omnisport et 246 € hors taxe pour un an pour la maintenance de la chaudière des serres municipales. Décision du 24 novembre 2021 concernant l'entretien des installations campanaires de l'église. C'est la société Lusso Campaniste qui a obtenu le marché pour un montant de 230 € hors taxe par an. Entretien des systèmes de protection foudre, toujours la même date. C'est Lusso Campaniste qui a le marché pour un montant de 150 € hors taxe par an. Décision du 24 novembre 2021 concernant la maintenance du matériel cuisine, salle polyvalente. Donc c'est un renouvellement de contrat auprès de la société MECA pour un montant de 233,60 € hors taxe par an.
l'abonnement logiciel gestion accueil périscolaire. Donc c'est une décision du 24 novembre 2021. C'est la société Inno Enfance pour un montant de 1 440 € hors taxe par an. Arrêté du 25 novembre 2021 concernant la vérification des aires de jeu et équipements sportifs. C'est la société Sportest qui a eu le marché avec les éléments suivants, donc 10,50 € hors taxe par équipement de jeu, 12 € hors taxe par but, 82 € hors taxe pour les multisports et 10,50 € hors taxe pour les modules parcours santé. Décision du 30 novembre 2021 concernant le nettoyage et conduite cuisine et hôtes à la salle polyvalente. C'est la société Onega qui a obtenu le marché pour un montant de 386,98 € hors taxe par an. Ah ben bon, il faut écouter. Alors le 30 novembre 2021, maintenance du matériel incendie, bâtiments communaux, extincteurs, alarmes, incendie et système de désenfumage. C'est la société SAF qui a obtenu le marché pour un montant de 1 042,05 € hors taxe par an. Et décision du 30 novembre 2021 concernant la maîtrise d'œuvre sur la réhabilitation des réseaux d'eau usée sous une parcelle agricole située entre la rue de l'Anglais et la station d'épuration. C'est la société Céméo qui a obtenu le marché pour un montant de 2 820 € hors taxe. Je vous remercie Jean-Michel. L'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, moi j'ai juste une question concernant les vœux. Est-ce que tu as déjà réfléchi aux prochains vœux de la commune? Parce qu'il y a quand même pas mal de vœux qui s'annulent actuellement. Hein. Les vœux du département sont annulés. Les vœux, enfin, je suppose que les vœux de la communauté de communes vont être annulés aussi. J'ai pas eu le temps d'en parler même aux membres du conseil. Là, on en a parlé ce matin avec Jean-Michel. Normalement, on avait prévu de les faire le 15 janvier. Mais sauf que vu la situation sanitaire, on ne peut pas faire de pot. Alors c'est pas que ça en soi qui est grave, mais le problème c'est que ça va forcément limiter le nombre de personnes qui va venir au vœu. Donc l'idée, ça serait encore confirmé, mais il y a une on pourrait décaler ces vœux le 19 février. Bah oui, il faut qu'on les fasse, mais on va les faire. Mais ce qu'il y a, c'est que là, si on les décale de 15 jours, ça sert à rien, parce que là, on reste dans la même situation sanitaire. Donc il faut quand même qu'on les décale. Ouais. Et en février, on n'est sûr de rien non plus, en fait. Bon, à un moment donné, ça va quand même s'améliorer. Enfin, faut pas non plus. Ça s'est déjà amélioré. C'est-à-dire que depuis cet été, on peut recommencer. Moi, je le vois, c'est extrêmement frustrant. J'ai passé ma première année de mandat sans pouvoir faire aucune manifestation publique. À aucun moment, j'ai pu m'adresser aux Herminois directement dans le cadre d'une manifestation publique. La première, c'est celle du mois de septembre, avec le forum des associations. Donc c'est vrai que là, malgré tout, ça a tout le temps lieu. Alors c'est vrai que parfois, on n'a pas le pot à la fin. Bon, c'est pas non plus un drame, mais il y a quand même une amélioration, quoi. Ça s'améliore quand même. Et malgré tout, maintenant, on a quand même, il y a quand même une amélioration quand même de la situation. Je prends souvent cette perspective-là parce que je sais que les gens sont ronchons, mais j'en profite, même si ça va faire un peu preuve d'histoire, c'est pas grave. Il y a 100 ans, on a eu la grippe espagnole, ça a duré 3 ans. Il y a des gens qui sont coltinés 4 ans de guerre, plus les 3 ans de grippe espagnole. Et là, je pense que c'était une autre paire de manches encore que ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Donc je comprends que ça soit agaçant pour tout le monde, mais je pense qu'il faut aussi apprendre, c'est pas très beau comme phrase, à prendre de la hauteur. Voilà. Donc on vous dira pour les vœux. Le repas des aînés qui devait avoir lieu le 11 janvier est également annulé, et reporté à une date ultérieure aussi. Donc il va se distribuer des paquets au moment de Noël pour toutes les personnes de plus de 75 ans. Donc je fais appel aux bonnes volontés d'ailleurs pour distribuer les paquets. Voilà, je lance mon appel. Oui, j'en reviens aux vœux. Moi, hier, il y a plusieurs personnes sur le marché de Noël qui m'ont demandé effectivement si la date était définie. Parce que quand on a démonté la salle polyvalente, la question, ce qui se posait, c'était si on laissait les décorations de Noël. J'ai proposé de les laisser pour les vœux, mais bon, le 19 février, ça va peut-être faire un peu tard pour avoir les décorations de Noël. C'est pas grave, je pense qu'on a besoin aussi de tout ça, hein. Aussi.
C'est pas grave, en plus, certes, on pourra enlever le joyeux Noël, mais des petits palmiers, un peu de choses brillantes, ça peut faire du bien au cœur aussi. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vas-y. Le 19 janvier, il y a la collecte de sang. Non, janvier. La collecte de sang, oui, a lieu le Donc, 19 les janvier. dépôts, ce sera plus marrant. Oui, voilà. C'est Moi, tout. elles serviront pour la collecte de sang, Francis. Y a-t-il d'autres questions? D'autres remarques? Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.